Et bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans la capsule pour un épisode encore une fois exceptionnel. Je remets un petit peu de musique pour vous mettre dans l'ambiance, on est sur du David Bowie exactement. Salut Kaku, salut Science Skull. The Eagle has landed. The Eagle has landed. Merci beaucoup le geek pour ton host et bienvenue Kirakol, bienvenue Kaku, Ni hao Science Skull qui nous travaillait avec nous les leçons de chinois. Excellent, salut Solfra. Ah, au secours la pub. Salut Ezwak, et salut le geek bien sûr. Je me lasse jamais de ces nouvelles animations pour la capsule. Tu vas les voir quelques fois ce soir. On va faire des changements d'écran. Il y a plein de vidéos à montrer, des jolies photos. Comment allez-vous ce soir? Moi, ça va nickel. Je vais d'ailleurs me mettre en jambe, hein. Vous savez très bien que désormais, c'est le petit moment, le petit instant. On se la pète, voilà. On se met debout. On se met debout tranquillement. On fait le live debout. C'est quand même plus agréable, hein. Plus agréable, on est plus en énergie. Alors j'ai pas beaucoup mangé ce soir, donc il va falloir que je sois actif, éveillé. J'espère, je compte sur vous pour poser des questions, pour rendre le live dynamique, évidemment. Yeah, la part qui descend, exactement. Salut Jex, salut Nozudrum, salut AZ. Small step for man. Merci beaucoup à Mia Stuff pour le follow. Et puis merci à énormément de follow de gens qui ont follow la chaîne pendant que j'étais hors live. Donc c'est trop trop cool. Merci. Salut Carole. Bienvenue. Incroyable. Les anciens invités de la capsule qui sont fidèles au poste. Eh bien, ça me fait extrêmement plaisir de vous voir toutes et tous ce soir. Salut Noëleb14. Évidemment, incroyable. Vous êtes déjà très nombreux, hein. C'est fou, hein. Les publications ont été partagées en masse aujourd'hui par les différentes agences et tout ça, c'est trop bien. Salut Mathilde, merci beaucoup pour le partage d'ailleurs, Mathilde. Incroyable, vous êtes déjà une trentaine, on n'a même pas encore commencé, c'est fou, c'est trop bien, je suis trop content. Bon, mais ce soir, une émission de folie. Évidemment, une émission comme chaque semaine, formidable en votre compagnie, et votre humble serviteur, évidemment, pour vous servir et vous proposer chaque semaine du contenu de plus grande qualité encore que la semaine dernière. Ça faisait longtemps que j'avais pas pu suivre un live. Salut Erreur418 et bienvenue à toi. Et salut Ludovic. Bienvenue Ludovic, ça me fait très plaisir de te voir ici. Je suis très content, Ludovic qui était bien sûr un des invités de l'émission spéciale sur les opérations de Seyss au CNES. Eh bien, bienvenue à toi Ludovic. Pour celles et ceux qui ont loupé les replays des émissions précédentes, n'hésitez pas à checker la chaîne YouTube, vous pourrez tout retrouver. Il y a une playlist dédiée à la capsule, donc n'hésitez pas. Qu'est-ce que je voulais dire? Petite minute, voilà. Petite minute disclaimer, les réseaux sociaux, tout ça, c'était ouf. Vous avez partagé en masse Twitter et tout. Rejoignez le Discord parce que c'est trop bien. Il y a des projets de fous qui arrivent. C'est trop bien. Juste cliquez sur le lien et on en discutera après. Mais je vous promets, c'est trop bien. Le Discord est ouf. On parle de vulgarisation scientifique. On a fait un marathon de la fête de la science ce week-end avec plein de gens. Donc allez-y, il y a toujours des projets de fous qui sont en train de se monter. Donc voilà, rejoignez le Discord, c'est trop 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 cool, super bonne ambiance. Et puis on est de plus en plus nombreux sur le Discord et sur la chaîne Twitch, on est déjà presque 1000 followers, je crois qu'on approche les 960 et quelques, c'est un truc de fou. Truc de fou, c'est un truc de malade. 1000 followers, ça va être ouf. Et du coup, merci à vous toutes et tous d'être là, fidèles au poste. Et puis je vous propose qu'on commence tout de suite l'émission. Aujourd'hui, salut Koé, bienvenue. Koé qui est avec nous ce soir évidemment. Je propose qu'on commence l'émission en compagnie de Aline, parce que Aline ce soir va nous emmener du côté de la Guyane, mais pas que, mais du chantier d'Ariane 6, évidemment, gros sujet pour l'Agence spatiale européenne et l'Europe en général. On va discuter donc du lanceur et surtout du métier d'Aline. Elle nous expliquera un peu ce qu'elle fait en tant qu'ingénieur système de lancement à l'Agence spatiale européenne. Et Aline, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu es là? Oui, bonsoir, je suis là. Bonsoir Aline, comment vas-tu? Comment vas-tu? Ça me Eh fait très ben, plaisir. merci, je suis ravie d'être là, moi aussi, vraiment honorée,
d'être là ce soir, donc merci pour l'invitation. Ah ben non, mais c'est moi qui te remercie, c'est super. On l'entend bien, c'est good, Kofi qui nous donne les infos directement. Merci beaucoup, merci beaucoup. Salut Pauline, salut tout le monde. Classe le fond vert, vous avez vu ça? C'est trop bien, le petit fond cartoon, très sympa. Je crois pas que ce soit un fond vert d'ailleurs, c'est juste ton fond Skype de base. Exactement. Voilà, on fait des choses merveilleuses avec la technologie aujourd'hui. Euh, Mmh. alors, il faut savoir que Aline vous lit, hein, Aline voit le chat, vous pouvez envoyer vos questions, je ne serai pas Et le seul à y répondre. voilà, je vais regarder de temps en temps, sur le côté. Je me suis mis le chat, sur le côté, donc hésitez pas et j'essaierai, de pas trop oublier de questions. Voilà, eh bien, je crois on a les bonnes bases pour commencer une émission qui promet d'être super intéressante encore une fois. Aline, je pose cette question. Salut Exanguination, bienvenue. Je pose cette question à chaque fois, mais comment te sens-tu? Est-ce que ça va? Est-ce que tu es peut-être un peu stressé? T'appréhendes un peu? Ah ben, c'est toujours un peu particulier, j'espère que je vais pouvoir vous donner des éléments intéressants, vous faire un petit peu, découvrir, ben, ce que je fais et mon travail et puis le monde Ariane 6 donc non, je suis bien, on est à l'aise là, je trouve que l'ambiance est plutôt sympa et puis Exactement. j'espère juste que vous allez, prendre autant de plaisir que nous. Voilà. Les gens sont très gentils. Excusez-moi, j'ai un vibreur qui vibre, c'est terrible. Je coupe ça directement. Voilà, excusez-moi. Eh bien, je crois qu'on peut directement commencer. Est-ce que la présentation est prête de ton côté? Tout à fait, ouais, Ok, là eh bien, je l'affiche directement. C'est parti. Voilà, on est parti, Aline, vers le sud de la France, là où ça fait beau chanter les cigales et le pastis coule à flot, comme on dit. Alors, raconte-nous un peu d'où viens-tu, qui es-tu? Oui, alors j'avais Oui, envie de alors j'avais commencer envie de par, commencer par par, une planche un par peu une sur, planche un peu d'où je sur, viens. d'où Alors, je je viens. viens Alors, je viens du sud-est je viens de du la Côte sud-est de d'Azur, la donc Côte de d'Azur, donc Menton. Donc de je vous ai mis une Menton, petite photo, qui correspond en qui fait à la fête des citrons. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très, on va dire représentatif des festivals qui est au même moment que le carnaval, à Menton et pour lequel, il y a énormément de gens qui se déplacent et puis, je vous ai mis une petite photo, de fusée. Bon, la Côte d'Azur, c'est évidemment, super beau, c'est à la frontière italienne pour, voilà, ceux qui ne situent pas, c'est vraiment juste à côté de la frontière et voilà, c'est là où j'ai grandi, donc j'avais envie de vous mettre une petite photo. C'est d'ailleurs, une photo que ma maman m'a envoyée une fois, pour me donner un peu le sourire, en habitant en Île-de-France. Bon, c'est un petit peu moins ensoleillé, voilà, comme vous le savez, donc c'est pour ça. Koé Et qui j'aime Pardon, excuse-moi, je lis déjà les messages du chat. J'aime beaucoup Koé qui nous fait des interventions à la Laurent Baffy avec un message de Menton. C'est pas la ville d'où sont originaires les frères Bogdanov. Donc voilà, ça m'a fait beaucoup rire. Excuse-moi, j'avais besoin de lire ce message. et une autre photo alors qui correspond à qui je suis moi, donc ben, je suis une motarde. Je pense que c'est ce qui me caractérise le plus en fait à la base, donc je suis une nana qui se balade, en 2 roues, je crois que j'ai toujours été en 2 roues, aussi loin que je me souvienne, donc vélo, scooter, moto, j'ai toujours aimé les 2 roues. C'est quelque chose qui me caractérise, la famille motard, l'engouement, et cette solidarité qu'il y a sur les routes. C'est la classe. Quand il y a des pépins, des choses comme ça, c'est vraiment quelque chose qui moi me plaît beaucoup. Je m'y retrouve bien et puis c'est aussi cette idée, on va en parler ce soir, mais de gérer un petit peu les risques, c'est-à-dire de prendre la route, quel que soit le temps, tous les jours, de l'année. Pour moi, c'est quelque chose d'important. Ça fait partie de ce que j'aime faire, de la sensation de liberté que ça me Hmm. procure, cette autonomie, bon, voilà, surtout en Île-de-France, pour ceux qui connaissent un petit peu, ben, c'est vrai que le transport, c'est juste infernal et tout le monde cherche un petit peu sa bouffée d'oxygène dès le matin et c'est dur de l'avoir dans une voiture, quand tout le monde se suit et c'est vrai que je me trouve, chanceuse de pouvoir, prendre ma moto et puis circuler entre les flux, de voitures en faisant attention Hmm. évidemment. Mais c'est pas sans risque.
Ouais, c'est ce que Mais j'allais dire. Tu parlais de sécurité juste avant. La ouais. moto, et qui plus est en région parisienne, c'est vraiment, vraiment très risqué. Donc, comment tu l'abordes Mmh. Je m'entraîne beaucoup, j'en parle beaucoup avec mes amis et mon entourage proche. Je m'entraîne, je réfléchis beaucoup, à en fait comment je pourrais dire ça? Vraiment considérer les risques, tels qu'ils sont et vraiment les analyser, trouver des solutions et vraiment travailler sur les réflexes, les bons réflexes à acquérir pour, ben, le jour où on est dans une situation à risque, ben, trouver la bonne solution et l'avoir en fait déjà, répétée, j'aime beaucoup aller sur Hmm. circuit pour répéter ce genre de choses, pour définir la meilleure trajectoire sur route, optimiser l'inclinaison des roues, Hmm. Connaître le vraiment bien ta machine aussi. mmh Ouais. et puis la protection aussi, ça me viendrait pas à l'idée de sortir, sans aucune protection, de la tête aux pieds. Donc voilà, il y a toute une atmosphère autour de ça qui, Hmm. finalement, me ressemble bien et me permet en fait de, ben, après, maintenant 20 ans de moto, d'être toujours sur les routes. Oui, et puis aussi, comme tu disais, d'appliquer aussi toutes ces notions de gestion du risque dans ta vie professionnelle également. Et on y reviendra un peu plus tard. Ouais, c'est ça, mais j'ai l'impression que du coup, quelque part, quand même en préparant un petit peu, en me disant: «Tiens, ben, je vois un lien en fait, finalement entre, ce que je suis et le métier que j'ai choisi, tiens». Donc comme ça, au Hmm. moins, ça fait du sens. Mmh. Alors j'ai reçu pas mal de questions depuis la semaine dernière sur les questions d'orientation etc. Mmh. Plutôt que d'en faire une émission dédiée, peut-être qu'elle viendra un jour, mais euh, pour les auditeurs et auditrices qui sont jeunes, qui cherchent un peu l'orientation, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours scolaire et ensuite de ta carrière professionnelle qui t'a amené jusqu'à aujourd'hui? Ouais, bien sûr. Alors, ben, je vais passer au slide suivant. Donc j'ai fait mes études, à l'ESTACA. Donc là, je vous ai mis une petite photo. En fait, l'ESTACA, à l'époque, l'ESTACA était à Levallois-Perret, donc c'est l'École supérieure des techniques aéro et construction automobile, donc en région parisienne. C'est une école à la base qui est dédiée au monde des transports, hein, automobile, ferroviaire, aéro et spatial. Bon, moi, j'étais déjà évidemment intéressée par le spatial à l'époque, mais je cherchais, vraiment une spécialité, une façon en fait d'étudier le spatial, dans mes études. Mhm. Donc je suis arrivée à Paris, loin de chez moi et du coup, j'ai eu la chance de pouvoir aller à l'ESTACA et puis ça m'a plu. Les spécialités, les moyens mis à disposition, les travaux pratiques. D'accord, ok. Et Voilà. t'as directement voulu partir sur le spatial, alors que t'étais quand même une grande fan de moto et tout ce qui est aspect automobile, ça aurait pu Eh te plaire bien, aussi? très bonne remarque. Oui, effectivement et c'est pour ça que j'étais intéressée par avoir, une école qui présentait tout ce monde des transports et en même temps un choix dans les filières métiers. Donc au départ, en fait, dans la partie, tronçon, commun, si je puis dire, tu peux en fait faire, les spécialités, les domaines des transports pendant, les premières années. Par contre, ce que tu fais aussi, c'est que tu choisis différentes filières métiers, donc tu les testes. Ok. Donc tu as la MICA, tu as les flux. Moi, finalement, j'ai préféré tout ce qui était contrôle commande parce que c'est la conception des chaînes d'actionnement, c'est la commande, des boucles d'optimisation pour la performance des systèmes. Donc tout ce qui est performance moteur, optimisation de trajectoire, tout ça, ça c'était plutôt mon kiff à moi. Mais du coup, j'ai pu faire ça, sur des systèmes automobiles, sur des systèmes aéros et sur le sys et des systèmes aérospatiaux Hmm. et par la suite, évidemment, j'ai choisi aéronautique et spatiale et puis après spatiale. Mais par exemple, je travaillais, quand j'avais 2 minutes, hem, j'allais au club moto et je passais mon temps Ah oui. là-bas, à bricoler et voilà. Donc Oui, donc tu t'as jamais lâché la passion et en fait tu continuais de faire ce qui te plaisait autour de l'univers de la moto et en même temps tu te formais sur une autre de tes passions qui était le spatial, quoi. exactement. Hmm. Science Skull qui nous dit que dans sa promo d'ingé, sur 50 personnes, ils étaient 7 à faire de la moto. Apparemment, les gens dans le spatial aiment bien ça. C'est vrai que moi aussi, il y a pas mal de gens qui faisaient de la moto dans mes promos.
Ouais, nous, on était pas mal aussi. Alors, c'était pas une grande majorité, mais c'est vrai que ça il y a une petite communauté, Je suis d'accord. J'ai observé la même chose. Ok, et alors apparemment, tu as fait un semestre à l'étranger aussi, pour changer d'horizon, tu es allé faire aussi une expérience au Canada. Exactement. J'avais envie, ben, tu sais, en dernière année, en fait, il y a des échanges, Ouais, universitaires et donc moi, j'avais envie d'aller au Canada et puis, de tester un peu des cours sur, les satellites et il se trouve, en fait, qu'à Polytechnique Montréal, il y avait des cours qui me plaisaient bien, donc j'ai et puis bon, du coup, j'ai eu la chance de pouvoir y aller. Et puis, ben, le Québec, c'est francophone, mais les cours étaient en anglais, donc ça m'a permis aussi de m'immerger, de façon un peu, sur une autre cu dans une autre culture, en fait. Et les cours, ils étaient quelque part l'approche des cours était assez différente puisque, on a des notions en physique qui tendent vraiment à aller très souvent, directement vers les équations. Et donc de traiter, ben, les mathématiques et la physique en partant vraiment des équations. Alors que là, ils ont une approche qui est un peu différente. Ils repartent vraiment de la théorie, donc tu bosses vraiment sur la compréhension des phénomènes encourus et une fois que tu as vraiment tout compris, tu mets en équation. Donc il y avait cette partie-là que moi j'avais pas forcément, acquise ou développée, de façon très large et ça m'a beaucoup plu. C'était vraiment super intéressant et ouais, je puis, les comprends. courses sur les antennes satellites, ça, c'était au Hmm. top parce que l'idée, en fait, c'était, d'identifier une fonction qui est dédiée vis-à-vis du satellite, de Ouais. travailler sur sa conception et ensuite de choisir les matériaux les plus appropriés pour le design et là, j'ai commencé à me dire que, ouais, la conception, les équipements, la fabrication, c'était vraiment un truc qui me plaisait donc ça a été une clé aussi pour mes Hmm. choix de parcours professionnel par la suite. Bah, ce qui est intéressant, c'est que enfin, dans tes premières années d'études, du coup, tu as vraiment vu de la théorie pas forcément très appliquée sur certains domaines, alors que là, tu vois, en fait, tu étais dans le bain où t'as dû apprendre des trucs sur des matériaux, sur comment ça se monte certains matériaux, comment est-ce qu'on fait des assemblages, enfin, tu vois, des trucs qui sont plus d'un aspect système où tout doit fonctionner ensemble et de manière pour remplir une certaine fonction. Ouais. Donc, non, ouais, c'est clair que au moment où tu arrives à ce niveau d'études-là et à ce niveau de connaissances où tu peux appliquer les connaissances théoriques sur des sujets qui te passionnent, c'est là que ça prend tout son sens, j'ai l'impression. Ouais, ouais, ça a pris tout son sens et à tel point qu'au lieu de rester, ben, juste 6 mois, je suis restée 1 an et j'ai fait mon stage de fin d'études au département de génie mécanique, sur l'optimisation de trajectoire avionique, donc sur une trajectoire avion et donc du coup, j'ai vraiment pu concrétiser l'ensemble des cours que j'avais pris, et les transformer en un rapport de stage avec, ben, des simulations sur ordinateur, intégrées, Hmm. dans de la programmation et puis dans les modèles, les maquettes, avions, qu'on avait à disposition. Donc finalement, ça m'a permis d'acquérir, sur un exemple complet, ben, l'ensemble des cours que j'avais pris et puis la conception, les matériaux et voilà et j'étais ravie. J'ai adoré cette expérience puis bon, d'un point de vue humain Ouais. aussi. Mais vivre à l'étranger, c'est toujours très particulier, hein. Ouais, Change c'est de. vrai. Donc, ouais. Et où est-ce que tu as atterri du coup après? Comment s'est passée ta transition entre le monde étudiant et le monde professionnel? Ouais, et bien, en fait, là, je suis rentrée après avoir été diplômée, je suis rentrée en France et là, j'avais dans l'idée forte de cette expérience-là, de vraiment travailler comme ingénieure, mais dans l'industrie. J'avais vraiment envie, d'acquérir une expertise technique, d'avoir une expérience sur le terrain pour commencer ma carrière, donc vraiment quelque chose où on est dans le concret pour fabriquer, pour développer des équipements. J'avais toujours dans l'idée que ça pouvait être une filière, soit aéro, soit spatiale parce que in fine, même si j'avais dans l'idée de bosser pour le spatial, j'avais pas besoin de commencer par ça. Ce que je voulais, c'était vraiment la conception.
Donc il y avait à cette époque-là, quand je suis rentrée en France, il y avait le développement à Toulouse, de l'A380. Là, ce que je vous ai mis à l'écran, c'est une photo du premier vol à Toulouse, auquel j'ai eu la chance de participer. Je suis arrivée, en fait, quelques mois avant, à Airbus et puis, j'ai commencé, en fait, à travailler, sur les équipements électriques. Donc génération électrique, donc c'est toute la génération électrique qui est à la fois dans le cockpit pour assurer la fonction que des pilotes dans le cockpit, toute la génération électrique, qui est dans la cabine, et puis, la génération, les scénarios de panne et les backups pour la remise en sécurité si on perd la génération électrique, dans le cockpit. Donc il y avait, à l'époque, quand on a eu, le premier vol, il y avait encore pas mal d'équipements qui étaient en phase de prototype Mmh. et donc il fallait, préparer la certification aéro D'accord. et la certification aéro, elle a été donnée, quelques années plus tard par l'Agence européenne de sécurité aérienne, donc Ouais. l'EASA Et ASA, ouais. et donc c'est tous ces dossiers-là que j'ai pu préparer. Trop bien, trop trop bien. Et du coup, tu t'occupais sur pas un seul boîtier électrique, mais vraiment sur l'architecture électrique de L'ensemble l'avion? du système électrique, de la Ok, 380 et donc évidemment, je suis arrivée dans une équipe où il y avait, des experts de la certification avionique. Je pense que je m'en souviendrai toujours. C'est une expertise et une rigueur qui m'a beaucoup marquée, ça m'a beaucoup appris et j'en parle souvent même avec mes collègues aujourd'hui, sur les lanceurs, mais pour moi, il y Mm, a une excellence, en certification aéro qui est due au fait que, on a des centaines de passagers à bord. Là, on parle d'un exact. avion qui peut, avoir, entre 500 et 800 personnes à son bord. La vie des gens, c'est évidemment la priorité et c'est vraiment comme ça que c'est pensé, dès le départ et c'est une expérience franchement qui m'a beaucoup, beaucoup apporté. Puis avoir l'avion à côté, pouvoir aller aussi à l'intérieur, vérifier ce qu'on est en train de faire, Mm. c'était top. Mais alors, Première j'allais faire la blague, mais en fait, t'as travaillé dans le vol habité. Parce que du coup, techniquement, c'est du vol habité ce que t'as fait. c'est vrai. C'est vrai, ça me plaît beaucoup ce que tu dis. Non, mais c'est C'est vrai. Enfin, je pense que les rigueurs, évidemment, pour le spatial et le vol habité spatial, c'est un autre niveau. Mais enfin, on a besoin de s'assurer que la sécurité à bord des avions est vraiment au top du top, quoi. exact et elle s'appuie, sur, des millions d'heures de vol par an qui Mm. servent évidemment on va dire de retour d'expérience, pour toutes les petites anomalies, pour tous les petits problèmes de maintenance, et qui est extrêmement bien utilisé, ce qui fait qu'un problème, est tout de suite communiqué à l'ensemble des compagnies aériennes, de l'ensemble des industriels. Donc il y a une réactivité qui est quand même, remarquable et ça me sert beaucoup dans mon travail au quotidien. Ça me sert beaucoup encore aujourd'hui de me reposer les questions, de jamais me contenter de dire: «On l'a déjà fait, donc refaisons pareil». De toujours penser à la priorité des gens, parce que même aujourd'hui sur les lanceurs, tu verras par la suite, en fait, peut-être qu'il y a personne à l'intérieur du lanceur, mais au sol, il y a des populations, il y a des Exact. opérateurs, Mm. il y a énormément de gens qu'on peut potentiellement toucher. Donc la sécurité des personnes, elle reste une priorité. Mm. Ah, rien à faire. C'est toujours la priorité. Il y en a qu'une, c'est celle-là. Bah écoute, je pense que la transition est toute trouvée. Du coup, avant de venir quand même au lanceur, t'as quand même fait une transition de l'aéronautique vers le spatial, parce que c'est ça qui te bottait vraiment de base. Exact, c'est vrai que ça m'a servi de tremplin pour travailler après, dans le secteur des satellites, chez Thales Alenia Space à Cannes. En fait, j'ai commencé à ce moment-là d'ailleurs à rencontrer, des gens qui travaillaient à l'ESA, donc comme quoi le monde est petit et en fait, j'étais au sein de l'équipe d'expertise avionique et donc j'ai travaillé comme ingénieure sur la conception d'équipements qui Ok, servent au contrôle d'attitude et d'orbite.
D'accord, OK. satellites pendant quelques années. Donc j'ai commencé sur les satellites de télécom, puis les satellites d'observation de la Terre, un petit peu comme Sentinelle, du programme Copernicus. Donc c'est là que j'ai travaillé avec l'ESA. Et puis après, j'ai travaillé sur des constellations comme Globalstar. Donc en fait, c'est une expertise qui, en utilisant le métier avionique, m'a permis de basculer sur le spatial à ce moment-là et à construire en fait une méthode de travail et de réflexion que j'utilise aussi aujourd'hui au quotidien pour déterminer ce qui est requis pour certifier un système avec un niveau de sécurité qui est spécifié. Et je l'utilise tout le temps. À l'époque, je l'utilisais, pour, la fabrication des senseurs terre, des senseurs étoiles, des senseurs solaires. Donc c'est tous les senseurs qui sont tournés, justement, vers là où ils doivent regarder pour pouvoir positionner le satellite, et sa charge utile, là où est-ce qu'ils doivent aller. Et en fait, in fine, je me suis rendu compte que c'était pas exactement la même chose qu'en avionique, mais en utilisant cette connaissance que j'avais pu acquérir, je pouvais la transposer, au monde, Mmh. des satellites Mmh. et ça se passait, super bien. Super, C'est super, très c'était vraiment intéressant. Et en plus, top. c'est des métiers où, comme tu disais, tu es en interface avec beaucoup, beaucoup de gens, à la fois des industriels, des fournisseurs, des agences spatiales. Tu Ouais. interagis, comme tu le vois, comme tu le disais, avec des données, enfin, avec, en salle blanche. Je suppose que tu as fait des essais et des choses comme ça. Donc, Bah, oui, et c'est ça qui rend les choses concrètes. mm, C'est vrai que c'est un endroit à Cannes où on fait de l'intégration, donc on peut vérifier en vibration, mm, on peut vérifier en vide. mm, Donc tout de suite, les équipements, si tu les as mal spécifiés, vu que c'est des projets finalement de 4-5 ans, tu peux, espérer en fait voir, toute la chaîne, toute la boucle de fabrication et donc du coup, tu apprends très, très vite, à spécifier et à valider, le travail. Donc ça, carrément. c'est un site, en plus d'être situé, à un endroit vraiment très agréable, c'est un super endroit pour apprendre, sur, la fabrication et concrètement, ce que ça veut dire de qu'est-ce que tu spécifies et comment ça se retrouve, sur ton satellite une fois fabriqué. Donc Mm, c'est ouais, top. tout à fait. Mmh. Et alors, à Thales, tu as travaillé combien de temps? J'ai travaillé 3 ans Ok. Et et les à la fin, en fait, je travaillais même sur une partie qui était, on va dire de la prospection. ok. Pour, essayer de trouver des senseurs, des équipements, avec, optimisés, on va dire, en termes de coûts et tout ça. Donc on faisait de la prospection et in fine, j'étais allée prospecter, des équipements, russes et bizarrement, je vais passer à la planche d'après, mais du coup, ça m'a servi aussi de tremplin parce que j'ai passé, la suite, de mes activités 2 ans pendant 2 ans à Vancouver où en fait, j'avais été recrutée par MDA. Donc MDA, c'est la boîte qui s'appelle McDonald, Detwiller and Associates. Elle est à Vancouver, elle est donc côté ouest, du Canada, donc côté anglophone et à un moment donné, en fait, moi je cherchais à avoir une expérience à l'international parce que je m'étais dit: «Bon, bah, voilà, ça serait, encore une autre approche, penser différemment, ouverture d'esprit, côtoyer d'autres personnes qui travaillent autrement». Ouais. Et qui travaillent dans le spatial autrement et ils m'ont proposé ce poste qui était en fait, dédié à travailler sur les spécifications d'interface entre le lanceur et le satellite. Donc Sur, c'était un sur... lanceur russe. Ah voilà, j'allais te dire sur quel lanceur. Ouais, c'était sur le Zénith D'accord. Ok. et en fait, il fallait développer, un satellite, qui s'appelait, Liebid, si je me rappelle bien. Et donc, c'est un lanceur, ukraino-russe, hein, je devrais quand même être précise, sur le sujet
Et par contre, donc on a travaillé avec Roscosmos. Le satellite, lui, était ukrainien, donc c'est un satellite de communication, ukrainien. Et donc l'idée, c'était de travailler, en fait, sur les phases d'intégration au sol et d'opération en vol. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler, finalement, sur un système complet, avec une certification complète du satellite dans le lanceur. Et c'était, en fait, finalement, ma première re grosse, activité, mon premier job, avec le monde des lanceurs. Ah, mais tu t'occupais de l'interface entre le satellite et le lanceur, ou tu Mmh. t'occupais plutôt du lanceur lui-même? Non, je m'intéressais plutôt à l'interface. Donc, en fait, à Vancouver, donc MDA, ils étaient, si tu veux, ils avaient le contrat, pour le système satellite de télécommunication. Ok. Et voilà, donc pour le fameux Liveed. Et ils avaient besoin, en plus de l'équipe, de développement, d'avoir, quelqu'un qui travaille sur les interfaces Hmm, pour, d'accord. gérer, l'environnement acoustique au décollage, l'environnement vibratoire, l'environnement thermique. Tu Et avais alors, tout plein de choses à regarder. l'interface entre un satellite et un lanceur, qu'est-ce que c'est? C'est une interface mécanique, il y a une interface électrique, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? En fait, tu as plein de choses. Faut que tu imagines que tu veux pas l'endommager au décollage alors que, il est en train de vouloir, s'extraire de la gravité terrestre et donc il subit, ben, beaucoup de poussées. Ouais. Et ne serait-ce que l'environnement au décollage, quand tu génères, ce qu'on appelle l'environnement acoustique, donc c'est les flux, qui sortent du lanceur, donc les flux d'ergols, qui, heu, qui génèrent en fait des vibrations et qui radient, sur le pas de tir. Tu peux endommager, ta charge utile à cause de ça. Mais et c'est toi qui es en charge de De vérifier décider. que à l'interface, le lanceur ne transmet pas des vibrations trop fortes qui pourraient endommager le satellite. D'accord. Ouais, c'est ça. Donc tu avais, l'équipe d'à côté qui me disait: «Bon, bah, voilà, nous on spécifie un environnement maximal acoustique qui est celui-ci, qui va se transformer en un environnement vibratoire pour toi qui est celui-là». Hmm. Donc moi je faisais cette fonction de transfert et donc après, on cherchait à mettre en place, c'était, comment dimensionner, les moyens sols, comment s'assurer que le lanceur du coup qu'on vérifie que c'est bon. Et parce qu'en fait, faut voir que ton satellite il est assuré en cas de souci. Et donc, lui aussi, il a une certification à déposer et puis, il y a des assureurs qui sont derrière. Il y a tout un tas de législatifs qui se met derrière. Et donc, faut s'assurer que tu as, que tu rempli, la partie de ton job et que, le client, c'est quand même lui, le roi. Donc, Hmm. il faut absolument que tu puisses lui démontrer que son satellite, il va arriver en orbite comme prévu. Donc D'accord. c'était exactement ça, le job à l'époque, que j'avais. Et là-bas, C'était donc, tu as travaillé combien de temps? Je suis restée presque 2 ans Ok. et puis après, j'ai décidé de rentrer. À vrai dire, j'avais mon homme qui était en France à ce moment-là et donc je m'étais dit: «Bon, bah, voilà, l'expérience est bien passée, je commence à avoir fini cette partie-là de mon travail». C'est le Hem, moment de changer, quoi, pour quelque chose d'autre. ouais, j'avais envie, j'avais envie. Et alors, Et pas pour n'importe quoi, du coup. pas pour n'importe quoi. Donc je me suis mis en mobilité, on appelle ça et puis, j'ai été contactée par en fait, une boîte, un peu un chasseur de tête, je puis dire, qui recrute et juste pour, exclusivement dans le spatial, dans le domaine du spatial et Hmm. c'est, HE Space donc peut-être que vous connaissez, Oui, je connais, qui ouais. a été mon employeur pendant, 8 ans et qui m'a positionnée en mission à l'ESA dès mon arrivée dans l'entreprise. Donc, je suis revenue en France, pour pouvoir, bosser à Paris comme ingénieure, sûreté de fonctionnement et sécurité sur les lanceurs. Excellent, excellent. Et donc là, Ouais, depuis les locaux de Paris, mais
Ça devait être fou pour toi. Au début, attends, Ouais. j'ai trop de questions. Comment tu l'as appris, comment tu l'as ressenti cette nouvelle? C'était, fantastique parce que j'étais heureuse là où j'étais. En même temps, je cherchais autre chose. Je me disais, en fait, j'espérais pas parce que rentrer à l'ESA, c'est très compliqué. Un développement de lanceur, il y en a pas tous les 4 matins. Et je cherchais vraiment quelque chose qui me permette de continuer dans la sûreté de fonctionnement et avec un peu de chance dans les lanceurs. Mais j'espérais pas, avoir un job qui s'ouvre, à ce Hmm. moment-là, pile poil dans le domaine que je recherchais. Donc j'ai pu postuler et par, Par, bonheur, hein, évidemment. j'ai été recrutée, pour ce job, donc je suis rentrée. Évidemment, je suis Et- rentrée. Alors on va rentrer un peu dans les détails de ce que tu y fais. Donc tu travailles Mmh. dans les locaux à Paris. Ouais. Et comment... Alors, moi j'ai plusieurs questions parce que déjà, Ariane, c'est un programme qui est très particulier puisqu'il est vraiment à la croisée des chemins entre le CNES, l'ESA, Ariane Group. Il y a vraiment des grosses entités industrielles et étatiques fortes autour. Ouais. Comment ça se fait que, par exemple, l'ESA soit en charge de la sécurité? Enfin, comment se fait la répartition sur Ariane 6? Ouais, donc en fait, ça change un petit peu par rapport à Ariane 5. Pour l'historique du truc, moi, j'ai débuté sur Ariane 5 ME qui était en fait Midlife Evolution, ils appelaient ça, qui était à l'époque pressenti pour être le successeur d'Ariane 5. D'accord. Puis en fait, le projet, il s'est arrêté en phase de revue de conception de revue, critique de design, on appelle ça, Ouais. car les États membres de l'ESA, en fait, ils ont pris la décision de lancer Ariane 6 et donc du coup, ben, j'ai basculé avec, d'autres collègues et en fait, on a, commencé à avoir une équipe qui s'appelait l'architecte des systèmes de lancement Ariane 6 et en fait, c'est, un petit peu la 1re fois qu'on a l'agence qui agit comme j'ai envie de dire bureau d'études, mais tu sais, c'est vraiment au sens ingénierie avec, vraiment intervenir dans la définition, dans la conception, dans la prise en compte d'exigences, même les spécifier Ouais. Oui, et c'est faire en sorte vraiment de l'avance de phase. Donc, il n'y a rien. Donc, en fait, on a pour le moment un lanceur sur papier. Qu'est-ce qu'on veut qu'il fasse? Euh, eh bien, typiquement, regarde un ingénieur sécurité, il va être centré sur l'optimisation et la robustesse, alors en particulier des interfaces, puisqu'on a un lanceur qui fait ses modules, on va dire, qui fabrique ses modules internes lanceurs. Un seul qui lui fabrique la partie, on va dire, tout ce qui est outillage, bâtiment au sol et qui va, ce qu'on appelle, mettre à disposition des servitudes. Donc les servitudes, c'est des ombilicaux, par exemple, qui sont là pour, remplir en ergol ou vidanger, qui sont là pour, fournir, de l'alimentation électrique par le sol quand le lanceur est encore au sol. Ou tu peux imaginer tous les outillages et les bâtiments avec des grues, des ponts, des treuils, des ouais. fardiers, des moyens de transport qui sont dédiés à bouger les modules, les transporter, les intégrer, les Hmm. rassembler, les mettre ensemble, tout ça. Donc tu Tout as ce dont le lanceur a besoin au sol, entre guillemets. exactement et le système en lui-même, il vient bosser d'une partie sur ses interfaces sol-bord, c'est-à-dire comment un module, une fois qu'il est fabriqué, on le positionne grâce à un pont. Donc tu as un pont que tu as spécifié, côté ESA, tu as un module lanceur qu'il faut transporter à un endroit précis que tu as spécifié et donc il faut créer cette mise en œuvre, c'est-à-dire cette procédure ou cette phase opérationnelle où tu dis: «Bon, ben voilà, je vais le prendre avec Hmm. tel moyen sol, je vais l'intégrer par, telle interface et je vais venir sur des tourillons, le récupérer, l'intégrer avec un certain angle, d'inclinaison» et puis c'est comme ça, en fait, qu'à la fin, tu as, un petit peu la photo qu'on a là, c'est-à-dire un lanceur sur son pas de tir, prêt à décoller. Ouais, ouais.
Donc Et là, donc toi, tu as participé vraiment toutes ces phases de définition au début, mais quand tu es au début de la conception du lanceur, t'es pas déjà à réfléchir à ce dont tu vas avoir besoin au sol, si? Déjà à ce moment-là, vous y réfléchissiez? si, si, complètement, parce qu'en fait, tu as une spécification de haut niveau où tu vas dire ce que tu as besoin de faire et puis plus tu vas rentrer dans le détail, évidemment, plus l'architecture de mission, va se préciser et Mhm. c'est grâce à ça que tu vas pouvoir être de plus en plus précis sur ton besoin. C'est un travail intégré, hein. Je te le Oui, dis, d'accord. franchement, l'optimisation, la robustesse, des interfaces mécaniques, électriques et fluides entre le lanceur et le sol, Hmm. je veux dire, on y a travaillé pendant des années, on se repose des questions tous les jours, on vérifie que ce qu'on a spécifié, c'est toujours bon. Hmm. Ça nous est arrivé d'avoir des modifications, donc c'est vraiment un travail au quotidien de bien se remettre en question, de se demander si on a quelque chose en plus à rajouter ou pas et D'accord. vraiment de travailler sur sa mise en œuvre le plus concrètement possible, hein. Ouais. D'accord. Ok. Ah ouais, c'est passionnant, hein. C'est passionnant. Et si Euh, tu as de panne là-dedans, ben, tu peux être sûr que tu en as évidemment plein à regarder. Bah oui, évidemment, évidemment. Ah ben là, Voilà. justement, cette slide-là qui montre un peu plus en détail les différents corps de métier ou Mmh. différents, je sais pas comment le dire, qui sont vraiment dépendants de votre travail. Exactement. Bah, ici, si tu veux, l'idée, en tout cas, la façon dont moi je le conçois, c'est que, en fait, le travail, qu'on a, c'est de considérer donc l'ensemble, des opérateurs qui sont en train d'intégrer, un lanceur, des modules du lanceur, sur une base de lancement, donc celle où il y a, donc tes bâtiments, tes outillages, ton stockage, oxygène, hydrogène. Tu as, un environnement, donc ce que j'appelle le natural environment, c'est, tout ce qui est foudre, vent, pluie, grêle, tous ces trucs-là, donc vraiment ce que tu dois savoir gérer ou ce que tu dois savoir gérer dans une certaine limite et puis, la sécurité, ce que j'appelle le safety certificate, c'est, les entités, de sécurité qui sont au CSG, qui sont un peu, faut le voir comme ça, comme, l'Agence européenne de certification, dont je te parlais, l'EASA tout à l'heure, côté aéronautique. Tu peux imaginer qu'en fait, tu as une entité, qui est en charge, heu, de valider, les objectifs de quelque part de certification que Ouais, l'on peut avoir sur le lanceur. Donc c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que tu as une loi spatiale qui s'applique à Kourou, qui te dit, ce que tu as le droit de faire et ne pas faire de façon assez générale puisque c'est une loi. Elle a des décrets d'application avec des règlements. Tu as 2 règlements, fondamentaux. Tu as un règlement qui est dédié, à l'exploitation des installations au CSG, donc c'est vraiment donc le CSG, c'est le Centre spatial guyanais, pardon. C'est vraiment dédié au sol. Qu'est-ce qui se passe au sol? Comment tu intègres? Ce que tu as le droit de faire ou pas, avec tes équipements fluides, pyro. Et puis, tu en as un autre qui est vraiment dédié à la phase vol et je vais dire au dommage aux tiers, ce qu'on appelle ça, ouais, c'est-à-dire, la génération des débris en orbite, d'accord. hem, la Risque, retombée risque sur les d'un. populations au sol, etc. Alors c'est vraiment pas les opérateurs, qui sont sur le site de Kourou, mais les Les populations. populations, ouais. Voilà et les opérateurs qui sont sur le site de Kourou, eux, sont dans le premier décret puisqu'ils travaillent sur le site, donc ils sont pris en compte dans le premier décret. Mhm. Donc c'est une façon, en fait, simplement de se répartir un certain nombre de lois, mais ça permet, en fait, d'avoir un fil conducteur et puis tu peux toujours te rattacher à eux et c'est eux qui, in fine, te disent: «Toi, tu as le droit d'amener telle substance dangereuse dans telle quantité et la mettre en œuvre de telle façon à cet endroit-là, comme tu as prévu». Donc tu D'accord. es obligé de leur donner, l'ensemble de ce que tu as à faire, la façon dont tu as prévu de le faire, leur dire combien d'opérateurs tu as besoin pour le faire et eux, ils te disent: «Oui, non» et donc tu détermines combien de personnes tu peux avoir sur cette opération et donc comment tu vas la mettre en œuvre avec le temps qu'il te faut et les outillages que tu as et cetera. Il y a une question sur le chat de Giffereux. Mmh. Il demande est-ce que ces phases de réflexion passent du coup par des simulations avec des logiciels ou des simulations physiques?
Ouais, tout à fait. On fait beaucoup de simulations. Alors, moi, je m'intéresse, beaucoup à ce qui peut faire, exploser le lanceur, qui peut, des arcs électriques, des choses, de l'environnement toxique. Heu, Mais comment ça se passe? Tu as vraiment un modèle 3D du lanceur et tu lui appliques un éclair, tu lui appliques la foudre, tu vois ce qui se passe? Comment ça se il passe? y a alors, il y a plein de choses différentes. Tu as évidemment des modèles comme ça qui sont, utilisés pour faire, ce qu'on appelle finalement des analyses de zone. Donc tu regardes à quel endroit, tu tu rajoutes une simulation de 4 pannes et puis tu regardes ce que ça peut générer. De ce que ça peut générer, il faut l'imaginer en termes d'analyse de risque. Tu fais d'abord une analyse de risque, tu regardes comment ça peut se comporter et après tu regardes si, ta zone d'impact, touche les ce qui est à côté. Donc Ouais. c'est là que tu veux regarder, qu'est-ce que tu as autour pour savoir, ben, si tu as un jet qui se projette, ben, qui est sur cette plateforme? Est-ce qu'il y a un opérateur? Est-ce qu'il y a un autre équipement en face? Est-ce qu'il y a un outillage, un ombilical? Donc tu Mmh. vas regarder ça, en fait. Oui, C'est c'est pas que pendant le lancement, c'est vraiment, tout le long, même pendant le transport, pendant la phase de remplissage du satellite ou du lanceur, tout? exact. Dans tous les bâtiments, que vous voyez là, en fait, qui servent à intégrer une partie du lanceur, quel qu'il soit, il y a des risques qui sont associés à cette intégration. Il y a souvent des gens qui sont autour et en fait, in fine, ça peut paraître, super bien monté, super bien huilé, ça se passe évidemment, j'ai envie de dire à la fin comme sur des roulettes. Mais c'est vraiment, analysé en détail, depuis, plusieurs années avant de le mettre en œuvre dans un bâtiment, Mmh. et on utilise aussi pas mal le retour d'expérience d'Ariane 5 et des experts qui ont bossé, dessus pendant des années, qui ont une expérience de fou et on apprend beaucoup comme ça aussi et puis, on est beaucoup finalement parce que tu vois, tu as le lanceur, tous ces 4 pannes à lui, eh bien, c'est Ariane Group, qui fabrique le lanceur, qui donc va les analyser et va nous dire, quel type d'impact ils peuvent avoir sur, l'environnement autour de lui. Et puis, tu as la base de lancement qui va te dire: «Ah ben, moi, je suis capable, d'activer, ce que tu as besoin pour, te fournir une barrière supplémentaire sur un Ouais. endroit où tu as un risque, qui n'est pas acceptable». Donc, c'est souvent si tu veux, un jeu de trouver quel est le meilleur compromis entre, la gestion des risques et qui va, faire cette mise en œuvre, des barrières supplémentaires qui sont requises. Mais en aucun cas, on change nos specs, vis-à-vis de la sécurité. Donc dans tous les cas, il faut que ça fonctionne comme c'est requis Mmh. et donc on va chercher la solution la plus appropriée. Des Ma fois, que elle a un impact planning et des fois, c'est juste, un impact de positionner l'interface seul-bord à un autre endroit. D'accord. J'avais une question, c'est que votre équipe ou ton équipe et toi, le travail, vous réfléchissez uniquement au moment où le lanceur est intégré et du coup on fait des opérations avec le lanceur intégré, ou est-ce que vous allez aussi réfléchir à la sécurité des opérateurs pendant la fabrication des pièces sur les chantiers d'Ariane Group par exemple, ou ça c'est plus c'est Ariane Group qui gère les équipes qui sont dans ces usines? Enfin, où est-ce que vous commencez? Où est-ce que ça s'arrête? Quel est votre scope, on peut dire? Ouais, alors à l'ESA, tu as, plusieurs équipes. Donc l'équipe, dans laquelle moi je suis, qui c'est l'architecte du système de lancement, on va pas aller regarder les pièces, qui sont, fabriquées, dans les bâtiments, ou chez les industriels d'Ariane Group, par exemple. Ouais, Par contre, on a une équipe qui est, lanceur ESA. ok. Donc évidemment, pour la gestion de la qualité, pour la gestion de la technique, vont, faire des réunions, vont faire des audits, vont, voir les industriels, d'Ariane Group et donc ils ont un contrat. Il y a des exigences, qui sont, les mêmes, c'est-à-dire les mêmes que moi j'applique au niveau système de lancement. Tout le monde se les applique dans toute la chaîne contractuelle jusqu'au plus petit industriel qu'on ait, Mhm. toute la chaîne. Et donc voilà, chacun a ses exigences et effectivement, on a une équipe à l'ESA, qui est, la partie, ESA lanceur
qui peut, aller vérifier autant que de besoin, chez son industriel Ariane Group, vérifier comment ça se passe, comment ça se Peuvent faire valide, des comment audits, quoi. ouais, faire des audits et puis même, tu sais, c'est vérifier un peu comment se passent les recettes, qui sont en cours, les recettes équipements. Ouais. Voilà et puis chacun partage aussi son expérience sur le sujet et des fois, il y a des recommandations qui remontent. Ça permet d'avoir une sorte d'amélioration continue tout le long du projet. Mmh. Voilà, ça fonctionne un peu comme ça, ouais. Mmh. D'accord, ouais. Mais alors à ce propos, Asbjørn nous demande combien vous êtes, à travailler sur Ariane 6 au site ESA de Paris? Et bien, au site ESA de Paris, sur Ariane 6, je dirais qu'on est, peut-être 60, Ah ouais, OK. tu vois? Et au total sur le site ESA, c'est quoi? C'est 250 personnes, Ouais, non? 200 personnes à peu près sur le site de Doménil. Donc il faut voir que le site qui est à Doménil, donc dans le 12e, si je fais Paris, c'est comme ça. Là, c'est uniquement le site de Doménil, il est dédié au développement des lanceurs. D'accord? Donc Ouais. il est là vraiment pour, bosser sur, Ariane 5, OK, en exploitation, mais il y a pas mal de gens sur Ariane 6. Il y a aussi des gens qui travaillent sur les futurs lanceurs. Mais bon, il y a une grosse partie qui est sur Ariane 6, donc je voudrais pas me tromper, faudrait que je demande à l'ESA, le chiffre exact, mais je pense qu'on est à peu près, ouais, une bonne soixantaine et je pense Mmh. que ça c'est à peu près représentatif, ouais, de l'équipe actuelle, en tout cas. Mmh. D'accord. Gifreux qui voulait rebondir sur la réponse que tu avais donnée un peu plus tôt, est-ce que Mmh. les scénarios que vous identifiez conduisent-ils à des recommandations pour la formation des personnes, des personnels qui pourront intervenir sur le futur lanceur ou cela se fait plus tard? Ça se fait, déjà maintenant. En fait, c'est une très bonne question, ouais. En plus des analyses de risque, classiques sur le design, donc celles qui vont, driver les choix de design, qu'on a le droit, de mettre en œuvre, à Kourou. On va avoir aussi des recommandations, qui sont liées à, comment je pourrais dire? Ce qu'on appelle la sécurité du travail pour les opérateurs. On a des outillages qui sont complètement nouveaux, qui nécessitent un savoir-faire, heu Et du et et du coup et qui on les engendre teste, aussi des risques? qui engendrent des risques. Donc les risques, c'est l'erreur humaine, c'est-à-dire, se tromper, heu, quand on doit, opérer, ou commander une partie du lanceur Mmh. depuis le sol. Donc c'est évidemment dans les phases où, depuis le sol, on intègre ou depuis le sol, on commande. Et donc, ben, on a des procédures vraiment super détaillées et côté base de lancement, les équipes CNES, ont une expertise aussi, de fou. Ils connaissent très bien, le type d'erreur humaine qu'on peut avoir. Donc si tu veux, par exemple, on va travailler sur des détrompages de câbles, Ouais. pour ne pas pouvoir, connecter, des interfaces fluides, et se tromper entre l'oxygène et l'hydrogène. Mmh. Bien sûr, ouais. On va avoir, des oxygénomètres obligatoires, pour aller, se balader dans le fond du Vunquin, pour éviter, l'anoxie. On va avoir, des mises en œuvre de périmètres de sécurité, par exemple autour de la charge utile quand on la transfère, pour que si elle fuit, et bien l'opérateur, soit pas en train d'avoir des soucis, à cause de ça, donc malgré qu'il ait, tout ce qu'il faut, en termes de détection, mais c'est quand même du préventif qu'on essaye de faire aussi là-dessus. Donc il y a plein de choses même sur, les télécommandes. Il y a pas mal de télécommandes pour le transport. On a des sortes de systèmes de transport que je vous montrerai après pour le transfert, des boosters ou du corps central. Et ces télécommandes, en fait, elles ont, des boutons homme mort, on appelle ça. C'est-à-dire que si la personne n'appuie pas dessus ou lâche le bouton, Ouais. le convoi s'arrête. D'accord, OK. Donc C'est pour pas ouais, c'est je vois. pensé comme ça, en fait. Mmh. C'est Bien sûr. pensé pour, l'erreur humaine possible et faire en sorte qu'elle soit exclue, soit par une mise en œuvre appropriée, soit Mmh. par une protection appropriée, donc c'est ce qu'on appelle des barrières de sécurité, soit voi
carrément en excluant le risque, donc en empêchant la fonction de fonctionner Ouais, oui, en bien cas sûr. Ouais. de d'erreur. C'est marrant parce que ça fait vraiment écho à la capsule de la semaine dernière avec Mathilda, qui nous a parlé donc des opérations des charges utiles sur le site de Kourou, sur le CSG. Donc ça fait, Oui. voilà, elle nous a parlé aussi de toutes ces contraintes de remplissage. Elle nous a présenté les Mmh. ergoliers, ceux qui mettaient le carburant dans les satellites. Donc on a vraiment les deux envers du décor. Donc Ça c'est compte très intéressant. effectivement, ouais, Il y a une c'est question de Kofi. Alors, vu que les cordons pyro sont intégrés en amont du transport jusqu'en Guyane, toutes les zones d'intégration là-bas sont considérées comme une zone pyro. eh bien, ça va dépendre non, en fait, non. Tu vas avoir des zones, pyro qui sont définies en fonction de comment est manutentionné, ton module. Donc si, par exemple, tu as un module avec des cordeaux, mais qu'il est dans son container, tu as, des contraintes qui sont, on va dire, moins importantes, surtout s'il n'est pas branché, évidemment, et comme il n'est pas branché, évidemment, qui est moins importante que quand tu vas commencer à manutentionner ton équipement, qui a de la pyro dessus, même si elle n'est pas branchée, toujours pas, même si elle n'est pas connectée, on va commencer à la regarder, à la manutentionner avec des contraintes qu'on va mettre en place et voilà qui ont des noms un peu barbares que je vais pas mentionner en détail. Mais ça dépend vraiment de la zone d'effet, de la connexion et de la capacité d'agression, en fait, de ton équipement, Hmm, avec sa bien pyro. sûr. Ouais. Donc voilà. Son risque, tout bonnement, en fait. Ouais, en fait, ce qu'il faut différencier, c'est tout con, mais en fait, tu peux avoir un danger. Donc je vais Ouais, reprendre l'exemple de la moto parce que je pense que c'est très simple comme ça. Hem, En soi, faire de la moto, c'est dangereux parce que tu peux avoir un problème. Mais est-ce que c'est risqué? Ben, pas vraiment, dans le sens où à chaque fois que tu prends la moto, ben 99 du temps, tu arrives à bon port. Mais il y a une différence entre la notion de danger ouais, et de risqué. ouais, Oui, ouais, c'est ok. dangereux, mais à partir du moment, le risque, c'est quand tu le quantifies avec la probabilité que ça arrive. D'accord. Et le Donc danger, oui, il est inhérent. Il est lié à l'activité elle-même, quoi. voilà, on lance un lanceur, on est en train de mettre en orbite un système qui, dans la système de propulsion, déjà, fait en sorte qu'il y ait une réaction un peu explosive entre de l'oxygène et de l'hydrogène liquide avec une initiation de ça. Hmm, Donc on met en œuvre, des systèmes à risque. On les appelle comme ça, ce qui est vraiment le hazard en anglais. ouais, Et donc du coup, ce que tu cherches à regarder, c'est, la gravité des risques que tu encours, des dangers que tu encours, mais surtout donc soit les réduire au maximum en supprimant complètement les effets, qui peuvent arriver. Donc, exclure tout type d'explosion, d'incendie, de génération électrique, d'étincelles et cetera. si on enlève toutes les explosions dans Ariane 6, ça va décoller beaucoup moins haut, hein. C'est pour ça, on en veut quand même un petit peu, mais Voilà. contrôlé. Et donc la gestion du contrôle, c'est vraiment le travail de base de ce qu'on veut obtenir, une performance, une synchronisation séquentielle des ordres et puis une probabilité d'avoir un cas de panne non prévu qui soit complètement exclu. Donc l'idée, c'est que ce soit tellement improbable, qu'on ne sache même pas le caractériser. Hmm, Donc on a comme ça des barrières qu'on rajoute jusqu'à ce que, le risque soit improbable. ouais, Mais par contre, il faut quand même qu'on déconnecte, les ombilicaux avant le décollage, bien donc sûr, des ouais. ombilicaux fluides. Il faut qu'on puisse alimenter, le lanceur, il faut qu'on puisse en énergie, en carburant jusqu'à la fin, qu'on puisse lui envoyer tous les ordres dont il a besoin, qu'il prenne lui la main juste avant le décollage en mode autonome.
Donc il y a des barrières qu'on est obligé d'enlever à la fin, juste pour le laisser partir. Mmh. Donc et c'est pour ça qu'on le fait sur un pas de tir, à distance de toute zone, habitée. Habité, ouais. Voilà, et le pas de tir est choisi pour pouvoir, justement, ben, en cas, de très, très gros problèmes, ne pas impacter, les environs, les populations, Mmh. et aucun bâtiment autour. Donc c'est vraiment ne serait-ce que le premier choix de conception qui a été là où on fait le pas de tir, Ariane 6, il a été fabriqué dans cette optique. Très Donc bien. rien Eh ben écoute, Aline, on a une très bonne idée de ce que tu fais maintenant à l'ESA. Je vais juste couper la vidéo YouTube et reprendre juste après. À plus YouTube, on se retrouve tout de suite.